Voilà, c'est parti. Donc bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle édition des PTC Talk en français. Je suis Marie Lichelet, en charge du marketing pour PTC en France. Et aujourd'hui, nous reprenons la série des PTC Talk en français, donc pour une deuxième saison. C'est le premier talk après le break d'été. Et désormais, nous nous retrouverons un vendredi sur deux. Pour la session d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Godard, directeur consulting Industrie 4.0 chez Inetom. Et Xavier interviendra sur le thème de connecter la réalité virtuelle au PLM. Pour ceux qui ne connaissent pas PTC, PTC est un éditeur de logiciels qui facilite la transformation numérique dans l'industrie avec ses solutions de CAO et PLM, Creo et Windchill, ainsi que sa plateforme IoT ThingWorx et ses solutions de réalité augmentée Vuforia. Les PTC Talks rassemblent chaque semaine une communauté francophone autour de la transformation digitale, avec notamment des experts technologiques, des acteurs de l'industrie, des fournisseurs de solutions, des spécialistes de la transformation humaine et organisationnelle. Donc pour aujourd'hui, dans une première partie qui durera une vingtaine de minutes, Xavier partagera son expertise ainsi qu'un exemple complet et concret sur la manière dont la réalité virtuelle peut être connectée au PLM. Ensuite, nous passerons à la partie interactive au cours de laquelle vous pourrez poser toutes vos questions et interagir avec les intervenants. Je passe maintenant la parole à Xavier. Bonjour à tous. Alors, merci encore une fois de nous faire la possibilité d'être avec vous sur ces événements. C'était la deuxième fois en ce qui nous concerne, après un passage en début d'année sur une thématique qui n'est pas directement liée, mais pourtant qui en est assez proche, puisque c'était un sujet sur maximiser la continuité numérique dans les systèmes d'information entre les couches métiers. Là, on va aller un petit peu dans un sujet qui est proche, mais qui va s'étendre à d'autres domaines et d'autres perspectives dont vous avez certainement entendu parler jusqu'à présent, autour des domaines de la réalité virtuelle, ou plutôt de la réalité étendue, si on essaye de la globaliser un petit peu. Et donc voir un petit peu comment cette continuité numérique, et notamment en phase amont avec les données PLM, peuvent être accélérées pour tirer finalement le meilleur parti de toutes ces données entreprises qui sont là. Donc, je suis Xavier Godard chez Inetom. J'ai la fonction de directeur conseil sur l'entité Industrie 4.0. Je vais peut-être vous passer un petit point de présentation rapidement de qui on est. On n'est pas forcément tout le temps en visibilité. Et j'ai avec moi, là, qui est connecté au call aussi, alors, pas mal de mon équipe qui est là, notamment Romain, qui était un des développeurs qui a acté sur ce qu'on va vous montrer ce matin, puisque l'objectif, ça va être non seulement d'introduire ces concepts, mais de vous les montrer, puisque nous sommes allés jusqu'à l'implémentation et la mise en œuvre de ces éléments-là. Donc Romain est avec moi, comme ça permettra aussi de répondre à des questions spécifiques s'il y a des besoins de rentrer plus en détail. Alors avant de rentrer, vous voyez bien mon écran, oui, déjà. Absolument, oui. Alors, avant de rentrer juste dans le vif du sujet, petite remise en contexte. Donc Inetom, probablement pour certains d'entre vous, vous nous connaissez plutôt sous l'appellation GFI, qui était le nom d'Inetom il y a 1 an et demi. Donc un petit changement par croissance. Inetom, c'est une structure qui est quand même assez grosse, puisqu'il y a 27 000 consultants dans le monde. On génère 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, à peu près la moitié tant en CA qu'en consultant sur le territoire France, avec des activités qui sont assez étendues, des services applicatifs, services infrastructures, de l'outsourcing, du développement software, etc., du conseil évidemment, et tout un tas de sujets autour de l'intégration de solutions métiers, notamment dans le périmètre qui me concerne directement, dans les practices groupes Industrie 4.0. C'est dans ce cadre-là qu'on va pouvoir vous présenter les sujets d'aujourd'hui. Des sujets qu'on travaille très étroitement avec nos Fab Labs, puisqu'on a un centre d'innovation réparti sur 7 sites en Europe aujourd'hui, et qui ont pour vocation de travailler, fouiller et mettre en œuvre toutes les nouvelles solutions innovantes, que ce soit de la computer vision, de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle, du métavers, des choses comme ça. Donc on travaille étroitement avec eux, nous en le verticalisant et en l'industrialisant sur notre périmètre Industrie 4.0. Rentrons un peu dans le vif du sujet.
Je ne vais pas m'étendre sur la réalité virtuelle, réalité étendue, etc. C'est des sujets que vous aviez probablement déjà entendu parler. Et ça a fait l'objet de pas mal de talks sur ces événements en début d'année. La définition que nous, on en met derrière, en quelques mots, c'est celle que vous voyez à l'écran. On parle de réalité étendue pour encapsuler un peu toutes les expériences qu'on pourrait avoir à l'aide des technologies immersives, avec une certaine graduation dans l'immersivité qu'on peut avoir dans ces expériences. On va parler d'augmenter pour superposer de l'information sur quelque chose que l'on voit en réel autour de nous, jusqu'à la réalité virtuelle, où là, on est complètement immergé dans quelque chose qui est purement virtuel. Entre les deux, on s'est mixé avec des tendances, ces deux mondes, pour soutenir certains cas d'emploi. Vous voyez les éléments sur la droite. Donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, plus que la VR, ça s'adressera également à toute la partie XR, même si on va faire un point de focus VR. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de favoriser un flux de continuité numérique? Quels sont les enjeux et de quoi on est en train de parler réellement derrière? Favoriser la continuité numérique, on va parler en fait finalement de deux mondes ici. Le monde bleu à gauche, qui va être le monde de référentiel de données, entreprise, celle dans laquelle vous allez retrouver les environnements PLM, certes, mais également derrière tous les environnements de gestion de données entreprises larges, les MDM, les LMS pour tout ce qui est learning, les QMS pour la qualité, les ERP, les BIM management, etc. Tout ce qui va être gestion de la donnée structurée sur le côté gauche. Et comment est-ce que ça, on assure un flux de continuité d'informations jusqu'à nos cas d'usage dans la réalité étendue qu'on va trouver sur le monde gris à droite. Ces deux mondes, il faut savoir qu'ils ne sont pas si interconnectés de ça en temps réel. On va voir pourquoi. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver à intégrer, tirer le meilleur parti des données structurées dans leur référentiel pour les utiliser et les exploiter dans des expériences réalité étendue qui sont propres, que ce soit réalité virtuelle complètement à droite, qui elle-même peut être interconnectée avec plein de systèmes, hein, ou toute application finalement de manipulation de contenu 3D qui nous font pencher vers quelque chose de plus en plus réel. On va parler de réalité augmentée, mixed reality, les simulations immersives, les revues 3D, etc. Pourquoi favoriser ça? Bah, quelque part, c'est aussi un moyen d'enrichir les capacités du PLM pour couvrir un certain nombre de cas d'usage. Et ces cas d'usage qui sont assez larges au niveau industrie vont à la fois de la mise à disposition d'instructions de travail pour un opérateur assisté pendant ses tâches de production, pour favoriser les contrôles qualité avec des guides détaillés des différentes opérations à contrôler, de l'assistance à distance, hein, on va parler de remote assist souvent à ce niveau-là, tout ce qui va être la présentation produit, marketing, aide à la vente, aide au choix, la présentation immersive de produits de haute qualité, évidemment les revues collaboratives de conception pendant les phases de validation, tout ce qui va être simulation, à la fois sur le produit, sur sa moyen de production, sur les usines, les études d'accessibilité, human factor, etc. Et puis tout ce qui va être sécurité, formation, accompagnement des opérateurs autour du produit ou de sa fabrication. C'est là où on va avoir besoin d'un flux numérique de bout en bout. En tout cas, nous, on y croit à ce flux digital. On y croit, mais ce n'est pas quelque part qu'un vieux pieu de notre côté. C'est aussi parce qu'elle part de constats d'enjeux industriels assez forts aujourd'hui. Parce que si on devait regarder finalement comment ce monde de la réalité étendue ou de la réalité virtuelle existe et comment est-ce qu'il est géré au travers des industries aujourd'hui, principalement, on va retrouver un monde qui est géré au travers d'un processus complètement manuel pour convertir, préparer, extraire les données des systèmes sources. Alors évidemment, tâche fastidieuse, peu de valeur ajoutée, ça reste du manuel. C'est quelque chose qui doit être exécuté quasiment systématiquement à chaque fois qu'on va remettre à jour du contexte. Dès qu'on va modifier les données sources, on aura besoin de les exploiter à un moment donné dans de la réalité étendue. Tâche répétitive, on rejoue complètement ce processus qui lui-même est manuel. Donc, de nouveau, perte de temps. Des compétences autour de la 3D pour remanipuler les éléments qui sont importants. Un des enjeux forts aussi, c'est on constate que finalement, pour arriver à faire ça, on est en train de réextraire les données d'un système d'information, notamment le PLM, des systèmes d'information dont ça fait à peu près 10 ans qu'on est en train de basculer, et vous avez fait ce travail tous de vos côtés
de basculer dans un système de plus en plus structuré pour mettre sous contrôle vos données, les gérer à la fois en confidentialité, en diversité, en configuration, de façon complètement intègre. Et là, on est en train de ressortir les données pour de nouveau les remanipuler en dehors de ces systèmes-là, pour ensuite les exploiter. Donc on est en train de refaire finalement le chemin inverse aujourd'hui sur ces sujets VR. Et puis les données CAO qui sont aujourd'hui disponibles dans les PLM, notamment, ben, elles ne peuvent pas être utilisées comme ça. Elles doivent être forcément simplifiées, retravaillées, mises en contexte par rapport à la pertinence qu'on veut avoir de l'expérience immersive qu'on aura à faire derrière. Donc ces enjeux sont assez forts, ça c'est le constat d'aujourd'hui, et c'est là où nous on croit que le flux digital va amener quelque chose, parce qu'elle va nous permettre de revenir sur une certaine intégrité par rapport à la gestion de nos données, y compris les données réalité étendue, puisqu'on remet le système d'information sécurisé au cœur du débat. On va favoriser un certain niveau d'automatisation des tâches à faible valeur ajoutée en préparant finalement des conversions automatisées, assistées en arrière-plan qui vont accélérer le passage à la réalité étendue. Évidemment, un gros point sur la fiabilité. On va éviter les erreurs à la fois humaines de conversion, d'extraction, de mise à jour, de retravail, des connecteurs qui seraient flottants, des systèmes de conversion autonomes. On intègre un peu toute cette chaîne-là. Et évidemment, une efficacité forte, puisque le but est d'aller le plus vite possible des données sources à jour à une expérience où on exploite ces informations-là. Ce flux de continuité numérique, finalement, il va réapporter un point de vue qui est celui qu'on a eu il y a quelques années avec les outils de conception 3D notamment, et on va se remettre à gérer les outils, les données CAO et les données de réalité virtuelle de la même manière finalement. Ce n'est qu'une projection dans un device et un moyen supplémentaire différent d'une donnée qui a un format spécifique. On va pouvoir industrialiser notre process en rapprochant le PLM avec la réalité virtuelle, se rappuyer sur des sources de données sources. Et évidemment, tout ça, c'est la première brique pour avoir un flux de continuité numérique qui favorise l'arrivée de ces fameux jumeaux numériques dont on entend parler. Si en résumé, je devais vous donner une image de ce qu'est une expérience de réalité étendue, gardez en tête ces 4 à 5 briques. C'est systématiquement le chemin par lequel passent toutes les expériences XR aujourd'hui. Elles prennent naissance dans des sources de données, structurées ou pas. Mais en tout cas, pour notre cas d'exemple, on va considérer que ces sources de données sont en partie au moins des contextes PLM. On a forcément des phases de préparation de ces données, de mise en contexte, de mise au bon format par rapport à l'expérience immersive, voire à la bonne utilisabilité qu'on veut du cas d'usage dont on a parlé tout à l'heure. On ne va pas utiliser les mêmes données et structurer de la même manière ou présenter de la même manière pour du training que pour de la remote assist. Et c'est là où il va falloir aller travailler sur l'expérience, le texturing, les rendus, etc. On a une phase de préparation, une phase de mise en contexte des scénarios d'utilisation. Faire un training, ce n'est pas juste jeter des données 3D dans un monde virtuel, c'est gamifier, scénariser les éléments de manipulation qu'on va avoir à faire. On veut un point de passage, on veut que la vanne qu'on vient de mettre en place, elle sait tourner en virtuel de 0 à 180 degrés. On veut que quand on appuie sur un bouton, ça déclenche un événement derrière, des choses comme ça. Ça, c'est la gamification des projets, et elle est essentielle à ce niveau-là. C'est ce qui est en tout cas l'élément qui permettra d'aller ensuite exposer les données dans finalement la phase visible de l'iceberg. Je suis dans mon casque et je suis en train de jouer dans une scène 3D. Tout ça, ça gère de la donnée qu'on va être obligé de stocker en fonds propres au niveau des projets ou interconnecter avec les sources de données natives autour des données CRO. En tout cas, il va falloir maintenir la relation et la traçabilité. Si on devait mapper des outils là-dessus, que probablement vous connaissez, on va retrouver finalement nos sources de données PLM dans les outils du marché, PTC Windshield notamment, des outils qui vont assister la mise en format de ces données à des expériences réalité étendue en arrière-plan. Pourquoi pas Pixie, il pourrait y en avoir d'autres, des cas de processeurs, des curseurs, bon, il y en a pas mal d'outils du marché là-dessus, mais en tout cas, il y a des outils et des applications dédiées par rapport à ça qu'il faut faire fonctionner en mode service. Et derrière, des applications qui vont assister à la préparation et à la jouabilité des expériences immersives, des environnements comme Unity, Unreal, Unigine, Intraverse pour des outils qui sont propres à Inetum. En tout cas, c'est tout un tas d'objets et d'applications en arrière-plan. Et là-dessus, où nous, on va intervenir,
c'est en mettant ces espèces de petites colles, nos connecteurs virtuels d'expérience, qui vont permettre de lier de façon tripartite à la fois les sources de données, les opérations de préparation et de stockage, et ensuite la réutilisation de ces données stockées pour préparer des scénarios et les jouer dans une expérience utilisateur. Alors comment ça marche? Et après, derrière, je vais vous montrer réellement comment ça fonctionne sur un vrai cas d'usage. Juste pour déjà vous introduire la mécanique, on va retrouver à gauche nos PLM, Windchill, avec sa structure de nomenclature produit, dématérialisée sous forme de métadonnées, gérée avec des liens de façon sécurisée autour de ces workflows. On va retrouver dedans un peu toutes les nomenclatures que vous connaissez, hein. Nomenclature d'engineering, manufacturing, des nomenclatures service, support, maintenabilité, éventuellement des nomenclatures dédiées qu'on peut gérer. Ça, c'est la puissance du PLM dans les multibômes pour gérer des nomenclatures dédiées aux expériences XR qu'on voudrait avoir, puisque ces éléments-là vont être interconnectés. On est dans la gestion de données. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve à gauche. Et l'idée va être, sur la base de ces éléments-là, de rendre complètement transparent la chaîne de préparation pour aller vers la XR. On va se baser sur quoi? On va se baser sur des événements qui vont se déclencher au travers des manipulations qui vont être opérées dans le PLM, des événements qui vont déclencher des appels à conversion sur les données qui ont été touchées dans des environnements spécifiques. Ici, un Pixis Batch qui va aller prendre la donnée CAO 3D qu'on a modifiée, qui va la mettre en forme, la préparer suivant différents scénarios, plusieurs niveaux de détail, plusieurs formats de données en arrière-plan qui en sortent, des OBJ, des GLB, des FBX, les formats de données en tout cas digérables dans un environnement XR, et évidemment les restocker de façon sécurisée au niveau du PLM. On va là les stocker comme étant finalement ni plus ni moins qu'une représentation secondaire supplémentaire de la part ou du produit qu'on est en train de manipuler. Et on décorrèle bien la partie metadata, j'exprime ce qu'est mon produit, de à quoi il ressemble en termes de représentation. Une fois qu'on a fait ça, on a déjà rempli la première partie des 3 briques que je vous avais présentées en bleu juste avant. Maintenant, il y a la dernière partie qui va être, j'ai besoin de les exploiter, de les utiliser, ces données, puisque je les ai préparées. C'est là où on intervient à un deuxième niveau, sur un deuxième niveau de connecteur, nos fameux API connexion et RVR, qui vont permettre, depuis un environnement de réalité virtuelle, d'aller chercher directement dans le PLM les données en les interrogeant. Je veux mon produit Tartampion de configuration 3, je le charge, il vient me rapatrier toute ma product structure, me reconstruire mes liens, me reconstruire mes expériences, me charger mes données au bon format, puisque j'ai besoin de ces données préparées en amont, pour pouvoir exécuter ma séance, que ce soit du training, que ce soit de la revue immersive, que ce soit de la présentation produit. Et derrière, ces expériences vont permettre de générer, pour le coup, vraiment la partie expérience VR. Alors, quand on a fait ça, on a fait quasiment tout le chemin. Ce qui va manquer, c'est que on est en réalité virtuelle. Imaginez, vous êtes dans votre casque, vous êtes complètement immergé dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Par rapport à ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez générer de la donnée. Cette donnée, comme par exemple des snapshots, des points de remarque, des notes à devoir prendre, mais vous êtes dans un monde virtuel. Vous êtes incapable de enlever vos lunettes toutes les 2 secondes pour aller prendre des notes sur un papier et recharger les éléments. Donc l'idée va être de capturer ces informations pendant les séances pour pouvoir ensuite le repousser de manière structurée dans ces bases. On ne veut pas non plus mettre une image morte, mais de retranscrire tout ce qu'on vient de faire comme étant des objets à part entière Windchill. Des conformités, des demandes de conformité, des annotations, des faits techniques, des problèmes reports, la documentation afférente, tout ça va se restocker en source là-dedans. On aura donc adressé par ces éléments-là à la fois la partie assistance et continuité numérique de préparation des données, d'exposition des données et de rétention pour restocker les expériences qui ont pu être menées. Alors ça peut paraître un peu compliqué. Vous allez voir que c'est en fait très transparent et que vu utilisation, en fait, on ne voit absolument pas ces espèces de flèches que je viens de vous décrire. Tout se fait en automatique par la machine en arrière-plan. Alors pour vous le démontrer, on ne va pas rester qu'à du niveau du slide. On a fait le travail jusqu'à l'implémenter, le mettre en œuvre aujourd'hui sur les plateformes communes du marché. Ce que je vous propose, c'est de vous passer une petite vidéo très très courte qui illustre nos solutions et notamment cette solution d'intégration dans un cadre
Cas d'usage, revue de conception VR. Alors, imaginez, c'est une VR Room. Vous êtes un utilisateur avec le revue maquette. Vous voulez déclencher aujourd'hui l'état de validation de votre produit au bout d'un certain niveau de maturité de la configuration. Pour ça, pas besoin de préparation à montre forte. On va directement lancer les éléments au travers de notre interconnexion. Le scénario que je vais vous passer, vous allez vous retrouver au démarrage dans un environnement PLM Windchill à gauche. Sur un événement qui va apparaître sur un objet, on va déclencher en arrière-plan une conversion des modèles au bon format pour les restocker. Et derrière, je vais aller charger directement mon environnement de revue maquette, notamment avec Unity, qui va aller piocher toutes les informations en base, les ouvrir, les manipuler, accéder aux configurations, me permettre de jouer ma revue, d'annoter dans ma revue des choses qui ne vont pas et les restocker directement dans le PLM de manière structurée. À quoi ça ressemble? Je vous laisse ces éléments-là, je vous les commenterai en cours de route aussi. Alors vous retrouvez sur la gauche, en effet, dans ces premiers éléments, l'environnement Windchill avec un produit VTT configuré en product structure structuré sur la gauche, multi-configuré. Sur certains de ces objets interviennent des manipulations, un save, un release, un changement de version qui va avoir déclenché en arrière-plan un appel à notre batch PIC6 de conversion et qui va venir restocker directement dans le PLM les données au bon format. C'est ce qu'on voit à l'écran. Sur la pièce qui a été modifiée, on va retrouver derrière à la fois son associativité avec la product structure, les données natives, Créo par exemple, PRT qui était derrière, et derrière, vous voyez une nouvelle ligne qui apparaît en sortie de ma première boucle, qui est un objet spécifique en lien avec la connexion Pixies Connector, qui m'a ramené derrière un certain nombre d'objets et qui sont directement liés à ma représentation CAO de la pièce 2805.prt. Cette représentation, en fait, elle pointe derrière en base de données sur un ensemble de fichiers qui ont été générés par le système. On va retrouver plusieurs modèles de mes éléments dans plusieurs versions et dans plusieurs formats. Deuxième boucle, je vais maintenant me charger mon environnement Unity pour aller travailler dans revue immersive autour de maquettes. Directement de là, je vais aller appeler mon VTT. Je vais dire, je veux ouvrir mon VTT configuré complet 26744 et il vient me charger intégralement en appel directement au PLM mes données, me reconstruit ma product structure avec sa matrice de position et me charge les données lisibles en VR. Imaginez, là, vous êtes dans votre casque de VR. On le voit ici sur un desktop PC, mais on est vraiment dans une revue immersive complète. Vous avez le casque, vous manipulez, vous êtes complètement intégré. On va être capable de manipuler finalement les éléments qu'on a de façon complètement indépendante. Ce n'est pas que une image complète tessellée qu'on a, c'est vraiment des objets spécifiques, bien positionnés et qu'on sait ensuite interagir, modifier, changer. Pendant cette revue, on va se dire, bah, tiens, à un moment donné, là, j'ai besoin de positionner un point de problématique. Je vois qu'il y a un problème sur cet espace-là. Je positionne un tag en 3D qui va me localiser mon problème dans l'espace. J'en prends quelques photos et je vais vouloir déclencher à l'écran un report me disant que je vais avoir une part overlap quelque part. Ces éléments-là qu'on retrouve ici, je vais pouvoir l'enrichir avec un certain nombre d'informations. Ce formulaire appelle en fait, vous reverrez les end item, catégorie, description, affective part, tout ça, ce sont les attributs du PLM qui sont exposés à ce niveau-là. Les listes déroulantes, comme la catégorie, ça va être des éléments, des listes du PLM qu'on vient directement renseigner depuis l'environnement VR. On retrouve les affected parts qui correspondent à tout ce que j'ai sélectionné graphiquement dans mon environnement VR. Ça crée des liens et ça référence ces pièces comme étant les pièces affectées par mon problème. Évidemment, puisqu'on est en VR, on ne peut pas prendre de notes papier, taper sur un clavier, c'est compliqué. Donc en plus de l'attachement des screenshots que j'ai pu faire de ma séance, je vais pouvoir déposer un enregistrement vocal pour pouvoir prendre des notes à l'oral autour de mon élément et renseigner ce qui va se passer. Une fois que j'ai complété mon formulaire quelque part d'incident ou de demande de modification, je vais avoir juste la dernière opération qui va être d'envoyer le formulaire, SendForm, pour l'enregistrer dans mon PLM. En retour, ce dernier vient me confirmer l'opération avec le bandeau, que le problème report a été créé avec succès dans la base de données Windchill au travers de son numéro 0089.
Ce qui va se passer en arrière-plan, c'est que tout ce qu'on vient de faire dans ce formulaire, en fait, il part directement dans le PLM au travers d'API pour aller s'appuyer sur les web services officiels Windchill et recréer dans le PLM un vrai objet manipulable, Change Report, avec son landmark qui est positionné, avec les images screenshot plus le vocal qui est enregistré, et avec les liens vers les affected parts, en recréant des liens Windchill de pièce à pièce entre mon change note et mes portes affectées. Au travers finalement de ce mécanisme-là, on vient de faire la boucle complète dans laquelle on a dématérialisé l'accès à la partie VR comme étant ni plus ni moins qu'une expérience, j'aurais presque envie de dire créo, où on manipule une donnée PLM sous son contrôle, de façon complètement sécurisée, en accédant à toutes les données du PLM, attributs, configuration, position, pour pouvoir jouer une expérience de revue et restocker dans le PLM directement les données qui seront sorties de mon expérience et de ma manipulation. On a intégré complètement les deux mondes. On vient faire de la VR exactement comme si on était sous contrôle du PLM à ce niveau-là. Voilà à peu près pour le périmètre, comment on peut connecter un PLM à une XR et comment finalement on sait faire de la réalité virtuelle de manière intégrée avec Windchill également. Évidemment, si vous avez quelques questions supplémentaires, je reste intégralement à disposition pour en débattre pendant des heures. Les PTC Talks sont aussi un format un peu plus condensé. Et je suis tout à fait disposé à prendre le temps qu'il faudra pour répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Xavier. On avait annoncé du concret et du détail. Mais effectivement, c'est un beau challenge de présenter un sujet aussi riche en 20 minutes. Défi relevé et avec succès. Donc, merci beaucoup, Xavier, pour cette présentation. Donc, maintenant, on va passer à la partie interactive. Donc, les participants qui ont suivi la présentation, je vous invite à poser vos questions. Alors, soit en utilisant le chat, ou alors une autre possibilité, vous pouvez également lever la main pour prendre la parole et du coup poser votre question par oral directement. Donc, je vois qu'on a eu une question, alors une première question en fait de Michael qui a été posée concernant la disponibilité du contenu de la présentation a posteriori. Donc, j'ai répondu par écrit, mais je vous le dis également là. En fait, les PTC Talks sont tous enregistrés et mis à disposition sur la page qui vous a permis de vous inscrire. Donc, en bas, vous retrouvez l'intégralité des talks qui ont eu lieu précédemment. Et ce sera le cas du talk d'aujourd'hui. Donc, le temps de le mettre en ligne, ce sera au début de la semaine prochaine qui sera disponible. Et donc, je vois que Michael a également posé une question. Donc, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole directement ou si vous préférez que je lise votre question pour vous, comme vous le souhaitez. Je peux la poser comme ça permet de compléter. En fait, moi, j'avais une question sur les objets, notamment les maquettes avec plusieurs dizaines de milliers d'éléments. Aujourd'hui, si je revois votre fonctionnement, on récupère la maquette complète, on la transforme avec Pixies et on obtient la même part structure que l'on a à l'initiale. Or, nous, ce qu'on fait quand on veut faire du VR, on se rend compte que c'est pas possible quand on prend un équipement moteur où on a 50 000 pièces. Si on a une pièce par boulon, et sachant qu'on a une instance pour chacun des boulons, quand on le passe en VR, ça tourne pas. C'est invivable. Et si en plus, après, on rajoute les cinématiques pour faire du training, tout le séquençage et le scénario, là, on atteint vite les limites du système. Donc, on est obligé de regrouper une grande partie d'assets et de volume. Alors, comment le gérer? Ça, c'est l'exemple qui a été montré ici. Évidemment, il est au niveau de la pièce unitaire. On a des volumes qui sont assez faibles ici. Pour revenir sur on va dire le scénario où comment ça se passe, le point de déclenchement et le point de départ, c'est des événements sur des pièces. C'est ce qui permettrait, alors événements qui peuvent être d'ailleurs un événement manuel, qui est un envoi vers expérience ou préparation de contenu. Là où j'ai illustré le point, c'est en partant sur une pièce unitaire. L'intérêt, c'est comme on est connecté au PLM, on sait mettre des attributs qui typent les pièces qu'on voudra avoir en environnement VR ou pas. Ce qui permettrait de dire, en tous les cas, si je veux remonter un certain niveau d'abstraction ou de regroupement de pièces, c'est de ne pas déclencher, par exemple, des opérations de conversion à la pièce unitaire pour restocker autant de pièces unitaires qu'il y aura derrière de vis, par exemple,
mais ce qui va être vrai par exemple sur une présentation intérieure d'une cabine, dans le cas de l'aéronautique, on ne veut pas non plus avoir l'intégralité des pièces qui remontent. Et dans ces cas-là, de déclencher des événements qui vont passer par ces batch PIC6, pardon, directement sur certains nœuds de regroupement d'assemblage. Et ce sont ces nœuds-là qui vont envoyer des demandes de tessellation complètes de sous-ensembles à PIC6, qui ne retourneraient dans ces cas-là que des sous-ensembles complètement tessellés, en ne gardant qu'éventuellement le wrapping ou un niveau de détail. Ça permet déjà de répondre à une première problématique qui est je veux pouvoir regrouper des ensembles cohérents de pièces entre eux sur des appels en batch derrière. Le deuxième point, qui va aussi être important, ça va être le niveau de détail qu'on veut accorder à ces pièces-là pour être capable de supporter, on va dire, des volumes différents ou des expériences différentes. Sur de la revue marketing, on va vouloir avoir des choses très précises, là où peut-être sur la training formation, probablement avoir un niveau de détail moindre. Là, c'est pareil, on sait déclencher des batchs de conversion PIC6 avec des scripts, et ces scripts peuvent avoir des profils de conversion, des scénarios de conversion différents. Là, je vous ai montré qu'on était capable, en une seule passe, de générer 2 ou 3 formats de données différents, OBJ, GLB, FBX par exemple, avec des niveaux de détail medium, low, high sur chacun des points. On peut très bien imaginer qu'en fonction des attributs des pièces dans la métadata, dans le PLM, on va déclencher des profils de conversion qui peuvent être différents, avec des niveaux de détails différents. Et enfin, la dernière réponse à cette question, c'est également que soit on la déclenche, ces éléments-là, sur des product structures de type engineering, et on va tomber dans le travers de vouloir très rapidement convertir tout, ou on sait aussi le déclencher en se disant je passe par des product structures que je reconstruis avec le PLM, qui vont être ces fameuses XRBOM, et qui vont me permettre de faire déjà, dans un premier temps, ma présélection d'objets qui vont constituer mon contexte. Et là, je vais pouvoir déjà faire un travail de nettoyage. Ça va être de la manipulation de product structure, tout en gardant les instantiations de liens des parts entre product structure. Et seulement sur cette dernière qu'on a préassemblée pour réduire le contexte, de générer ces appels à la conversion en arrière-plan. Donc on a la flexibilité finalement de déclencher ces niveaux de conversion sur à la fois des objets qu'on peut présélectionner, avec la puissance de mise à disposition des attributs dans les PLM, et avec des scripts qui vont nous embarquer derrière des comportements différents de ces éléments-là. Et la dernière réponse va être également ensuite au chargement dans les environnements Unity, où là encore, on va pouvoir appeler les structures produits, les sous-ensembles de pièces ou les pièces unitaires directement dans le PLM. Donc on ne va pas être sur j'extrais des fichiers et mes fichiers, il faudra que je les nettoie intégralement, même si forcément sur des cas beaucoup plus complexes que purement de la design review, tel que je l'ai montré, il faudra peut-être passer par là. Mais en tout cas, on peut très bien dire j'ai besoin d'ouvrir qu'une sous-partie de mon produit. Et c'est cette sous-partie du produit que je vais aller charger à la volée dans mon expérience Unity. C'est là où on va pouvoir jouer sur ce niveau de granularité. Donc, ce qui veut dire que dans le schéma que vous avez montré, on a une première boucle qui était la boucle avec le batch Pixies, qui serait celui-là qui se mettrait à jour en fonction de la mise à jour des données du PLM, de manière à avoir un bloc qui est les mèches qui sont dedans. En revanche, à la visualisation, il y aura aussi un déclenchement de batch ou d'une boucle pour construire des environnements spécifiques. Alors, l'un et l'autre. On peut très bien l'imaginer, en effet, au moment où je vais ouvrir, par exemple, ma tête d'assemblage XRBOM, de dire je n'ai pas de contenu 3D derrière et je veux avoir une donnée simplifiée, globalisée, tessellée, et donc de faire cet appel au batch. Ça peut être un premier point. On aura un temps de latence et d'attente forcément pour le faire. Ou alors en anticipation, je veux peut-être déclencher des événements de conversion tels qu'il est ici à l'écran sur toutes les pièces unitaires qui ici sont les mêmes que les pièces qui sont, donc chaque vis qui sont utilisées dans plein de product structures. Comme ça, j'aurai quelque part un fond à ouvrir derrière à la pièce unitaire. Mais par contre, je peux aussi déclencher des événements au niveau de ma tête d'assemblage qui va faire exactement le même chemin, mais pour aller me tesseller directement un sous-ensemble simplifié de l'intégralité ou d'une sous-partie de la product structure qui est dessous. Et donc, il va me stocker ce petit fichier en retour mesh orange, mais qui ne correspondra pas à qu'une pièce, mais à un sous-ensemble intégralement tessellé que je rattacherai dans ces cas-là à ma tête d'assemblage. Et lors de mon ouverture depuis Unity,
ou je vais demander à charger cette dernière pour avoir des sous-ensembles tessellés simplifiés, ou alors l'intégralité du niveau de détail, et il va venir me charger dans ces cas-là la somme de tous mes mèches en reconstruisant leur position relative, parce que derrière, je vais avoir un extract typé XML, bon, c'est du JSON qu'on fait derrière, mais qui extrait chacune des pièces, la matrice de position, et qui me reconstruit quelque part mon arborescence produit dans Unity. On aura ces deux mécanismes-là. D'accord. Merci Xavier pour la réponse. Merci beaucoup Mickaël pour la question. Je pense que ça a bien enrichi la présentation faite précédemment. On peut rester bien sûr connecté pour répondre à d'autres questions si certains veulent compléter avec d'autres interrogations, d'autres demandes de détails. Les talks sont là pour ça. Donc, on peut encore vous laisser l'opportunité de partager des questions. J'en profite aussi pour vous indiquer que le prochain talk alors, ne se déroulera pas vendredi prochain, mais le vendredi suivant, puisqu'on part sur un rythme de toutes les 2 semaines. Donc, ce sera le vendredi 14 octobre et toujours à 12 h, avec une présentation de Windchill+, qui est une nouveauté chez PTC, donc qui est le PLM en mode SaaS, qui est maintenant proposé par PTC. Donc bien sûr, ça ne répond pas à tous les besoins très pointus, très précis au niveau PLM, mais ça apporte un premier niveau de réponse et des facilités de déploiement non négligeables pour certaines situations. Et donc cette présentation sera faite vendredi 14 octobre par Mathieu Schmitt, Technical Sales Engineer chez PTC. Voilà, donc vous êtes bien sûr toutes et toutes les bienvenues. Et s'il n'y a pas de nouvelles questions pour aujourd'hui, eh bien, je pense qu'on peut dire, Xavier, que tu restes disponible. Je crois que tu as un slide avec tes coordonnées à la fin, Oui, tout à fait. que tu restes disponible pour répondre à des questions complémentaires ou Volontiers, oui. voilà, développer plus le sujet par rapport à certaines problématiques chez les industriels. En tout cas, ça a été un très grand plaisir pour moi de t'accueillir pour cette nouvelle saison des PTC Talk. Et puis, ce sera avec grand plaisir également que je t'accueillerai pour d'autres sujets. Donc, un grand merci pour ton intervention. Avec grand plaisir. Et merci à vous toutes et tous qui vous êtes connectés aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon appétit. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine session PTC Talk en français. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir.